très heureux d'accueillir Sylvain Guillet, qui est le CDO et un des cofondateurs de Secure-IC. Et Secure-IC, finalement, c'est une société emblématique dans le domaine de la sécurité, puisqu'elle a été fondée il y a une dizaine d'années par trois chercheurs de l'Université de Paris. Donc, je ne me souviens plus exactement quelle université, mais enfin, c'est une université. Donc, en fait, c'est révélateur de plusieurs choses. Secure-IC est révélateur de plusieurs choses. D'abord, c'est le savoir-faire français en termes académiques, puisque c'est d'assez haut niveau en France et Secure-IC en est le témoin. Ensuite, c'est une société qui a une dizaine d'années. Maintenant, il y a une centaine de personnes chez Secure-IC. La société vient de lever 20 millions d'euros. Et donc, c'est aussi révélateur du fait que c'est devenu un véritable marché, la sécurité, avec des sociétés qui se développent. Et donc, c'est très intéressant. Puis la troisième chose, c'est pour ça que je suis heureux que le keynote d'ouverture soit fait par Sylvain, c'est que finalement, Secure-IC, en 10 ans, a vu l'évolution de la sécurité, qui, il y a 10 ans, était pratiquement... alors, je caricature un peu, mais la sécurité, c'était la carte à puce, donc un système extrêmement fermé. Et puis maintenant, c'est extrêmement pervasif, comme on dit, et ça irrigue dans tous les domaines, au niveau de la conception, au niveau de la réalisation, à tous les niveaux, et puis surtout avec des systèmes qui sont maintenant extrêmement connectés, donc qui posent de redoutables problèmes. Donc voilà, donc je suis heureux d'accueillir Sylvain Guillet. Donc Sylvain, c'est à vous. Merci François pour cette introduction. Je me permets juste de vérifier que le son passe bien en présentiel et également sur Internet. Bien. Donc, oui. Donc, euh, donc effectivement, pour cette présentation d'ouverture, je tenais effectivement à mettre l'accent sur les perspectives en cybersécurité embarquée. Euh, donc la sécurité, effectivement, ça se conçoit dès les spécifications. C'est un message que l'on a déjà fait passer, à savoir que il est trop tard en fait de penser la sécurité sur un système existant. Donc effectivement anticiper les choses, mais également en fait la sécurité, ça se gère, euh, y compris pour les devices IoT. Et maintenir en condition de sécurité un device, eh bien, ça nécessite d'avoir mis en place l'infrastructure dans l'IoT, mais également du côté cloud pour donc pouvoir garantir un niveau de sécurité constant tout au long du cycle de vie du produit. Et donc, effectivement, Secure-IC a effectivement effectué une levée de fonds dans l'optique en particulier de développer cette stratégie, ces stratégies chip to cloud. Alors, je me permets donc du coup effectivement de passer sur le transparent suivant, où je vais vous présenter effectivement différents points. Rapidement revenir effectivement sur le parcours de Secure-IC pour illustrer effectivement que nous sommes dans un domaine où il y a de belles perspectives de croissance et de développement, de déploiement et de collaboration. J'expliquerai la transition vers les secure éléments intégrés, donc au cœur des puces, en quoi en fait c'est inéluctable, ça se passe dans de nombreuses verticales industrielles. Et troisième point, effectivement, donc chip to cloud, comment l'appréhender sous l'angle des normes, en fait, sous l'angle des services, voilà. Et bien sûr, j'expliquerai aussi la valeur qui est créée en fait par une telle approche, d'accord. Donc c'est ce que l'on appelle la plateforme donc des services de sécurité intégrés, ISSP chez Secure-IC, et qui donc va permettre, en fait, je disais, du maintien en conditions de sécurité, même au-delà en fait de l'augmentation du niveau de sécurité, j'ai envie de dire, au fil du temps, avec des notions d'agilité, par exemple cryptographique, donc en laissant la possibilité à distance de pouvoir faire évoluer le système embarqué, donc y compris
au niveau des couches firmware, voilà, pour répercuter en fait l'évolution des technologies et bien sûr de l'état de l'art des menaces. Voilà. D'accord. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, un petit mot d'introduction, slide suivant sur Secura ici. Donc j'ai créé avec notamment Hassan Triki et effectivement quelques collègues chercheurs de Télécom Paris, Secura ici il y a 12 ans maintenant. Mon background est résolument celui de l'innovation et donc vous voyez que Secura ici on l'a justement nommé The Security Science Company parce que en fait pour nous la sécurité est un bien tellement précieux que l'on ne peut pas, j'ai envie de dire, badiner avec ce concept. Et en fait, il faut réellement l'asseoir sur une base donc mathématique, prouvée, formelle. Voilà, donc ça c'est un point qui est très important. Le deuxième point, donc vous voyez que dans mon parcours et dans ce que j'apporte en fait à Secura ici et globalement à notre écosystème, c'est le développement de normes et de standards. Donc c'est extrêmement important en fait pour guider l'industrie dans la même direction. Donc pouvoir définir des exigences de sécurité et des méthodes de test et de validation. Donc pour la gestion de clés, pour de la résistance à un certain nombre d'attaques et également en fait pour de la sécurité vis-à-vis de certains problèmes clés comme par exemple la génération précisément des clés de démarrage des puces en fait, avec des technologies comme les PUF par exemple, ou la cryptographie boîte blanche. Voilà, donc passons à la slide suivante. Voilà, encore suivante. Donc aujourd'hui, effectivement, le développement de Secura ici s'accélère partant de la puce. Eh bien, en fait, on envisage effectivement d'apporter un certain nombre de services donc depuis le débarqué, d'accord. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ouvre la conférence Embedded Sec, mais une partie de la sécurité est dis-embedded. donc voilà, c'est un tout. C'est la partie cloud en fait contient en fait le pendant virtuel. On aime bien parler de digital twin, de l'IoT physique. Et donc la gestion se fait effectivement en bonne intelligence, de façon débarquée. Pour ce qui est la remontée d'informations, donc ça c'est de l'appréhension en fait des incidents de sécurité sur les composants et la descente d'informations donc dès lors qu'il faut en fait faire évoluer le système, notamment via des mises à jour ou de l'installation de nouvelles clés, de nouveaux certificats, voilà, lorsqu'il s'agit de renforcer la sécurité. Alors, avançons sur la slide suivante. Le parcours de Secura ici, effectivement, un démarrage du milieu académique, donc dans un contexte effectivement de sécurité assez peu connecté, effectivement. Donc, mais rappelons-le, j'aime bien le dire, hein, effectivement, la France est championne du monde en matière de cybersécurité embarquée. Voilà, la carte à puce effectivement a été inventée chez nous et on a cette culture-là en fait à la fois en fait un peu des mathématiques et de la cryptologie et donc des composants pour gérer de la très haute sécurité. Le changement de paradigme ces 10 dernières années, ça a été effectivement l'ouverture de ces composants et donc effectivement des menaces qui émanent du réseau, d'accord. Donc on peut le voir effectivement comme une menace ou une vulnérabilité, mais on peut aussi le voir comme une très grande opportunité, effectivement, comme un canal de gestion de la sécurité. Et donc le développement de Secura ici s'est fait le long de cet axe, avec des étapes clés comme par exemple effectivement le passage de certaines certifications au niveau les plus élevés. Regardez par exemple des produits déployés avec du critère commun EL5+, mais également via effectivement le développement de laboratoires pour pouvoir délivrer de la sécurité qui est prévalidée en fait.
Donc, on a été particulièrement pionnier sur ce type de solution. Donc, aujourd'hui, nous livrons non seulement en fait des technologies, mais réellement un triptyque technologie, rapport de préévaluation sur en fait du code ou sur effectivement des circuits qui sont émulés en fait, voilà. Et le troisième point, effectivement, toute la documentation qui permet d'obtenir des certifications dans des domaines très variés. Et voilà, moi je prône en fait une convergence des certifications. Alors on ne peut pas tout unifier, mais on peut effectivement préparer des technologies pour qu'elles soient multi-certifiables. Donc c'est extrêmement important parce qu'un produit va se retrouver aujourd'hui déployé sur plusieurs continents en fait, et dans différents cas d'usage. Et donc il faut avoir en fait préparé les documents de certification et même la conception en fait, les documents de conception pour être compatibles dès le début, d'accord. Et donc aujourd'hui, voilà, fort de cette expérience, on a réalisé des déploiements avec nos clients dans la plupart des fonderies sur des nœuds technologiques allant jusqu'aux 5 nanomètres. Et en fait, on est en train de préparer un tape-out en 3 nanomètres actuellement. Donc la sécurité est réellement, vous voyez, pervasive. Les IoT d'aujourd'hui sont réellement complexes. Vous voyez, sur du FinFET, des puces qui réalisent effectivement en fait de l'inférence pour l'automobile, par exemple. C'est des projets absolument colossaux et donc effectivement qui doivent être sécurisés pour protéger en fait la propriété intellectuelle qui s'y trouve à l'intérieur, mais surtout parce que ces puces-là, notamment de l'automobile, en fait sont garantes de la bonne conduite du véhicule. Donc il y a des notions de sûreté qui sont très fortes et très couplées, bien entendu, effectivement, à la notion de cybersécurité. Alors avançons un petit peu. Sur la slide suivante, effectivement, je détaille notre approche. Donc la cybersécurité, c'est réellement en fait un partenariat avec nos clients. Donc on intervient dès la phase des spécifications et donc on établit effectivement la quantité de contenu à mettre en place. Et tout au long du cycle d'implémentation, en fait, on établit des tests de non-régression orientés sécurité et sûreté, d'accord. Et donc y compris lors donc des étapes d'intégration dans le produit client. Et avec notre offre Expertiser, les services pour obtenir les certifications souhaitées au bon niveau. Voilà. Alors, passons à la slide suivante. Donc, l'IoT aujourd'hui, effectivement, c'est un contexte de sécurité qui est particulier. En fait, on parle de zéro trust. La sécurité doit émaner en fait du composant. Donc le composant doit pouvoir assurer qu'il démarre dans un état intègre et qu'il le reste en fait tout au long en fait de son service, d'accord. Donc il est essentiel effectivement de protéger la sécurité de la puce. C'est là que tout démarre, d'accord. On aime dire que les solutions logicielles doivent être considérées comme en fait untrusted, voilà, non dignes de confiance, tout simplement parce qu'effectivement trop grande complexité, aussi des méthodes d'intégration et de développement qui sont complexes à appréhender effectivement, et que donc en fait effectivement il faut envisager la sécurité sur la base d'une racine de confiance qui vient en fait valider les BIOS, valider les firmware, valider les logiciels, jusqu'à pouvoir établir un canal de connectivité vers l'opérateur. Voilà. Donc cette notion de racine de confiance est essentielle. Et donc nous avons à Secure-IC, c'est notre raison d'être en fait. Nous avons cette mission en fait de protéger les systèmes embarqués, contre toutes les attaques dès le démarrage. Donc ça c'est un point très important. Passons au slide suivant.
Pour cela, effectivement, on implémente un certain nombre de concepts de sécurité, en fait. Effectivement, il s'agit de réduire la surface qui est exposée. Il s'agit aussi d'exécuter les fonctions avec les privilèges minimaux. Il s'agit, pour plus de sécurité, de mettre en place de la défense en profondeur. Donc, on fait l'hypothèse que, d'une façon ou d'une autre, une partie de nos contre-mesures vont être désactivées ou attaquées, d'accord. Et donc, tout cela, effectivement, avec un effort de complexité minimale à la conception, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. Ça simplifie la maintenance, et d'autre part, ça permet d'expliquer très clairement, donc là je reviens sur The Security Science Company, d'expliquer d'où émane la sécurité, et l'expliquer à un tiers, c'est précisément la démarche de certification. Donc, vous voyez, en fait, les bonnes pratiques et puis effectivement les exigences liées à la certification convergent complètement. Voilà, et donc on a adopté cette posture au cœur même de nos technologies à Secura ici. Sur la slide suivante, voilà, je détaille que c'est un métier, car l'IoT, effectivement, est extrêmement protéiforme. Donc, on va avoir des cas de figure où l'on a besoin d'une très basse consommation pour les composants qui sont sur batterie. Quelquefois, effectivement, on doit travailler sur l'empreinte silicium, donc la réduire pour des raisons de coût, d'accord. Alors c'est pas toujours le cas en fait. Hein. Il y a des cas de figure. Regardez par exemple l'automobile où le budget silicium pour la sécurité peut monter à n'importe. Mais en revanche, effectivement, on veut le meilleur de la sécurité, d'accord. Donc pour ce qui concerne maintenant effectivement la performance, là aussi on a des degrés très très variables en fonction des systèmes ultra basse consommation, voilà, qui sont à même de délivrer quelques bits par jour, hein, voilà, les systèmes LoRa par exemple, voilà, jusqu'à de la très haute performance quand le système doit en fait gérer par exemple de la connectivité MACsec, IPsec, TLS. Donc nous offrons aujourd'hui toute cette gamme de produits avec y compris, vous voyez, de l'IPsec à 100, 200 gigabits par seconde, ce qui est rendu nécessaire pour des applications serveurs, mais également automotives. Voilà. Donc le véhicule qui aujourd'hui doit faire de la perception sur la route pour détecter des obstacles et prendre une décision de l'éviter ou de freiner en 1 milliseconde, doit pouvoir analyser des flux de caméras ou radars, ou à venir, en fait, on est d'ores et déjà effectivement à préparer la perception avec la convergence entre lidar et caméra. Et bien, en fait, ça demande effectivement la protection des flux d'informations sur des débits Ethernet très haut débit. Voilà. Donc, il s'agit de trouver effectivement le bon niveau de sécurité étant donné ces contraintes. Et donc, le portefeuille de technologies de Secura ici s'appuie précisément en fait sur une connaissance des algorithmes et des contraintes métiers pour pouvoir en fait délivrer la juste technologie au bon niveau de sécurité. Transparent suivant. Quel est le niveau de sécurité qui est escompté? Bien évidemment, différentes exigences en fonction des marchés. Donc, fort de notre expérience et de la connaissance effectivement des standards applicables à différentes industries, on a pu effectivement décortiquer les différentes menaces à prendre en compte et donc en déduire le type de protection à mettre en avant. Alors, pour faire très simple, vous voyez ma colonne automotive qui est fort remplie, parce que effectivement, on va retrouver pratiquement tous les besoins de sécurité, de la disponibilité, de la sûreté, mais également effectivement de la confidentialité. Donc ça, c'est une demande sociétale très forte qui doit être prise en compte et qui est effectivement énoncée dans des profils de protection, par exemple, pour les véhicules. Donc, d'autres exemples, effectivement, pour de l'IoT, donc je vais vous prendre l'exemple de caméras.
on a de la sécurité à différents niveaux, suivant effectivement le vecteur d'attaque. Donc l'attaquant peut directement essayer d'intercepter ou de falsifier en fait les données captées, d'accord, mais peut également intervenir plus profondément, j'ai envie de dire, sur la plateforme elle-même, donc qui pilote la capture d'images. Vous voyez, donc différents niveaux d'attaque, différentes menaces à prendre en compte sur différents organes du coup du système on chip que l'on protège, le processeur, qui en fait aujourd'hui doit être environnementé de fonctions de sécurité. Euh, voilà, nous avons en fait effectivement mis sur le marché un coprocesseur appelé Cyber Escort Unit qui permet de garantir l'intégrité d'exécution pas à pas d'un code pour des processeurs legacy ou RISC-V, d'accord, de la protection mémoire avec effectivement des notions d'intégrité, des notions de contrôle d'accès sur la mémoire. Donc effectivement, des parties de code ne doivent pas être réinscriptibles forcément. Lorsque l'on stocke effectivement des données confidentielles en mémoire comme des clés, celles-ci ne doivent plus être accessibles en lecture. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, une question très très fine de la sécurité. Et voilà, difficile pour moi de passer en revue tout ce tableau. Mais donc comprenez bien que la sécurité ensuite se décline sur le système hôte, le système, l'IoT que l'on va protéger, et que voilà, quand je me répète, quand la sécurité démarre au niveau des spécifications, c'est réellement ce que cela veut dire, que l'on fait cet exercice de faire l'association en fait entre l'architecture et les protections à instancier. Donc sur le transparent suivant, je peux préciser un petit peu effectivement comment la sécurité va être validée. Donc il y a un certain nombre de schémas mis en place. Donc le premier, essentiellement lié aux critères communs. Voilà, donc nous sommes promoteurs de ce standard, quand bien même effectivement il est complexe et coûteux. Voilà, on peut entendre différentes critiques vis-à-vis des critères communs, mais toujours est-il qu'il est très structurant pour l'industrie parce qu'il est très rassurant. La méthode des critères communs est rigoureuse et apporte réellement de l'assurance en fait sur la sécurité du système qui est certifié. D'accord. Donc nous soutenons effectivement la production de profils de protection. On suit du côté de l'ISO notamment effectivement l'évolution des critères communs. Donc vous savez qu'il y a la version 4 en cours d'élaboration au sous-comité 27 à l'ISO, mais également effectivement l'agence de cybersécurité européenne, l'ENISA, qui travaille sur une version européenne unifiée des critères communs. Donc c'est très important. Maintenant, quand effectivement on est sur des produits peut-être où la sécurité est moins critique, donc plus pour on va dire du produit commercial, qui n'a pas cette notion de mission critical, de safety critical. Effectivement, CZIP est en train de prendre en fait une importance sur le marché en fait. Donc c'est du global platform et ça permet d'assurer un niveau de sécurité assez substantiel, disons effectivement. Et puis, vous voyez, sans rentrer dans le détail de tous les autres standards, le message que je veux faire passer ici, vous voyez, c'est que dans la plupart des marchés, les produits vont être certifiés suivant différents schémas, d'accord. Et donc, effectivement, tout cela s'anticipe à la spécification du produit. Donc, la slide suivante est un peu technique. Je vais très rapidement la brosser pour expliquer que en fait, effectivement, il y a des exigences sur le système tel qu'il doit être conçu. Donc, si vous voulez, la puce, lors de sa conception jusqu'à ce qu'on appelle le tape-out, jusqu'à ce qu'on reçoive des échantillons en fait de composants, mais qu'il y a en fait le pendant de différents standards liés à de la certification de sécurité pour en fait le cycle de vie du produit, d'accord, une fois que la puce est placée dans son système et déployée chez l'utilisateur, d'accord. Et donc là également, vous voyez, dans ce tableau, il y a des cases manquantes, tout simplement parce que
les standards et les certifications pour assurer donc effectivement la cybersécurité du composant tout au long du cycle de vie est encore en train de se structurer, d'accord. Mais d'ores et déjà, on voit un certain nombre d'exigences et que donc effectivement c'est l'objet de ma présentation ce matin, c'est d'expliquer que la cybersécurité, ça se conçoit aussi entre le moment où le système est disponible en magasin, j'ai envie de dire, et pendant qu'il est utilisé par nos clients, pendant qu'il est opéré. D'accord. Donc la cybersécurité se gère en mode mission. D'accord. Donc avançons sur la slide suivante. Donc voilà, pour conclure un peu sur cet aspect root of trust, donc effectivement, il faut démarrer au niveau du hardware parce que effectivement, on ne peut pas faire confiance de but en blanc comme ça aux couches hautes, et donc effectivement la sécurité émane donc du hardware. Donc ça c'est vraiment un postulat, et je pense qu'en fait l'industrie l'a compris, et enfin disons qu'on en témoigne effectivement par la diversité des verticales dans lesquelles nous déployons aujourd'hui nos technologies. Alors, avançons sur la slide suivante. Ce qui est spécifique dans, en fait, effectivement, j'ai envie de dire le succès que nous avons à Secura ici, effectivement, ça a été cette capacité d'adresser plusieurs verticales grâce à des technologies donc portables. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, effectivement, différentes fabs, différents nœuds technologiques, différents environnements, et puis donc cette capacité à être certifiable suivant les différents schémas qui sont exigés par les différents marchés. Voilà. L'autre point qui est important, en fait, c'est, donc je vous disais, un peu pique-pendre du logiciel, que comme quoi, effectivement, on peut pas fonder la sécurité dessus, mais bien entendu, en fait, il est très important de pouvoir d'avoir en fait dans le secure élément en fait du logiciel, parce que c'est ce qui permet de renouveler la sécurité au fil du temps. Mais il faut qu'il soit effectivement validé, enfin voilà, que le code logiciel puisse être signé, vérifié effectivement, que son intégrité puisse être vérifiée à l'exécution. Et sous ces réserves-là, effectivement, c'est très important d'avoir une agilité des systèmes de sécurité. Voilà, dans l'optique effectivement de pouvoir les mettre à jour. Donc avançons sur la slide d'après. Une vision effectivement de l'architecture. Donc, ce que l'on met en place au niveau Secure Element, eh bien, c'est réellement la boîte donc entourée de rouge ici, avec à l'intérieur pas moins de 40 types de blocs IP qui assurent la gestion de clés, de l'anti-tampering, de la cryptographie, de l'isolation, du contexte d'exécution sécurisé, de la ségrégation au niveau de boîte aux lettres, avec l'interface avec l'autre, etc. Donc énormément de technologies là-dedans, du savoir-faire, des brevets, voilà en fait. Et tout cela pour assurer la racine de confiance et qui permet un certain nombre de services qui vont pouvoir être exécutés en mode mission. Donc effectivement, gestion de l'injection de données de confiance, de clés, de credentials, mise à jour, remontée d'informations, délégation de droits dans une chaîne de valeur, donc où différents acteurs auront besoin de services de sécurité, donc ils vont pouvoir cohabiter sur la même plateforme matérielle, Securizer. Voilà, c'est comme cela en fait que l'on peut créer cette dynamique chip to cloud en s'appuyant sur un élément de sécurité intégré. Donc passons sur la slide suivante. Pour réinsister à nouveau que il y a une déclinaison en fait de ces secure éléments par marché. Et je lis dans ce tableau-là, vous voyez les singularités de chaque sur chaque marché. Donc telle ou telle certification, tel ou tel voilà l'accent plus sur la protection des données, plus sur la notion de disponibilité, de sûreté, etc. Voilà. Donc je vous laisse. C'est effectivement en fait une technologie qui se décline, qui se configure. Voilà. Slide suivant.
Donc pour arriver maintenant effectivement sur la façon de créer de la valeur avec la gestion en mode mission des composants. Donc premier constat, dans le tableau avec les cases vertes, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement aujourd'hui le maillon faible est le hardware. Donc très important, il faut vraiment penser dès le début d'avoir un élément de sécurité un ancrage en fait, effectivement sur lequel on peut s'appuyer. Et maintenant, effectivement, regardons ce que demande le marché. Donc, je vous présente une étude sur le slide suivant sur l'attente de la gestion de la sécurité, où l'on voit que, en fait, très clairement, on attend que la sécurité puisse être gérée de façon distante. Voilà. Donc, c'est dans les usages, en fait, j'ai envie de dire. Mais mieux que ça, en fait, c'est requis par des standards. En gros, il faut connaître votre flotte, connaître son niveau de sécurité, et d'exposition à des attaques, pour pouvoir donc ultérieurement les corriger et prendre les actions nécessaires. Donc, c'est en fait un des points essentiels pour lesquels, toujours pour reprendre l'exemple des puces automobiles, il y a un niveau de sécurité EL4 aujourd'hui, effectivement, dans les puces automobiles. C'est parce qu'en fait, il faut pouvoir assurer que les mises à jour qui vont descendre, donc non seulement dans la partie intelligente du véhicule sur sa navigation autonome, mais jusqu'à effectivement pousser tout cela jusqu'aux puces, et bien en fait, effectivement, ça nécessite d'être géré, et c'est quelque part une exigence qui arrive d'en haut. Vous savez qui régule cette industrie d'automobile? Eh bien, c'est typiquement au niveau des Nations Unies qu'on a un groupe de travail, qui a un standard, le R155 typiquement. Et au niveau, effectivement, de certaines ONG, typiquement l'ISO, qui travaille effectivement avec le standard qui a été ratifié l'année dernière sur l'ISO, donc 21434, et qui prône une cybersécurité vue du haut, avec effectivement une implication dans la chaîne de valeur de la gouvernance des entreprises qui ruisselle jusqu'à la gestion des composants. D'accord ? Donc voilà le contexte aujourd'hui. Donc on a cette chance-là en fait d'apporter plus de valeur, d'avoir des composants qui ont une importance en fait, vraiment vitale en fait, et qui donc voilà, on a un niveau de sécurité qui est le socle en fait effectivement de la sécurité d'un tout un système opéré. Donc, passons sur le slide suivant. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne conçoit plus la puce toute seule dans son coin comme devant se protéger face à un hacker dans son garage, mais réellement, c'est de la cybersécurité où les puces sont considérées comme des flottes, et donc il faut gérer leur cycle de vie, et que donc les technologies mises en place, c'est de la... alors, excusez-moi, on a le pendant côté cloud, c'est du SOC, donc Cyber Security Operation Center, pour de la gestion de puces. Voilà, c'est ce qui se met en place. Alors, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle les PCERT, d'accord? Donc, c'est les Product Security Incident Response Team qui se mettent en place progressivement, donc dans un certain nombre d'industries. D'accord? Alors, j'avance sur la slide suivante. Donc du coup, pour reprendre mon schéma sur le développement de puces, donc vous voyez ce cycle en V, il se prolonge avec effectivement des services d'enrollment ou de provisioning, d'accord, quand on vient en fait mettre en place les premiers éléments qui vont permettre effectivement d'assurer une connectivité authentifiée avec l'opérateur, et puis donc toute la gestion, le déploiement et la gestion remote, d'accord. Donc ce sont des technologies qui vont virtualiser en fait la puce dans un système d'information, un dashboard cloud, et assurer donc son suivi et son maintien en conditions de sécurité, et ses mises à jour tout au long de son cycle de vie. Donc slide suivante pour illustrer cela. C'est une approche chip to cloud.
alors effet de bord, j'ai envie de dire, mais pardonnez l'euphémisme, cela permet d'étendre la sécurité au-delà simplement des concepts de clés cryptographiques et de certificats. Une puce de confiance qui est gérée depuis le cloud, ça vous permet d'étendre la confiance sur le métier de la puce. Et donc, ça vous permet en fait de créer énormément de valeur sur les données traitées par la puce ou produites par la puce. Et donc, ça nous ouvre le champ de la gestion de données de confiance. Là, en tant que Secure-IC pure player de la sécurité, cybersécurité embarquée, eh bien en fait, nous allons accompagner effectivement nos clients sur ce qui est leur valeur. C'est les données qui sont produites par leur exploitation. D'accord ? Donc ça c'est un point. Alors je disais comme un effet de bord, mais en fait ça va carrément en fait devenir un élément créateur de valeur dans le monde de l'IoT, où une donnée qui n'a pas été sécurisée, authentifiée, et avec tout ce qui concerne ces métadonnées, en fait, aura beaucoup moins de valeur qu'une donnée certifiée. D'accord ? Alors, j'avance sur la slide suivante. Donc effectivement, c'est un enjeu de gestion sur le cycle de vie, et que voilà, de manière très très souveraine, effectivement, il faut que cette chaîne de confiance puisse être de confiance, et que donc chacune des étapes soit bien transparente. Donc de l'utilité, des certifications, de technologies clairement explicitées, effectivement, et du moyen via en fait effectivement de façon débarquée ce serveur, ce que l'on appelle aujourd'hui Securizer Server, que l'on puisse effectivement gérer ces puces-là. Alors j'avance un petit peu pour pouvoir détailler quelques cas d'usage. Donc cette approche, nous l'avons d'ores et déjà déployée, par exemple, dans la gestion de puces de vérification d'authenticité de certains consommables, comme par exemple les cartouches. C'est un cas d'usage au Japon, en fait. Donc, vous savez qu'il y a une énorme contrefaçon. Plus de la moitié en fait des cartouches sont contrefaites. Voilà, donc c'est un marché où le marché noir est plus important que le marché licite, et que donc en fait pour pouvoir contrer des attaquants qui clonent en fait les puces et qui créent des fausses puces, enfin des fausses cartouches authentiques, j'ai envie de dire. Eh bien pour contrer cela, effectivement, on fait redescendre de l'information dans les puces. Donc on gère les cartouches, si vous voulez, en mode connecté via l'imprimante pour assurer, c'est ce qu'on voit tout en bas à droite, assurer la gestion de leur cybersécurité. Voilà. Slide suivante pour un autre use case, celui de l'industrie. Vous vous rappelez Stuxnet, à l'époque, effectivement, les usines, c'était à l'époque, effectivement, des centrifugeuses iraniennes, mais quelque part, ça s'applique maintenant à nos usines en mode Factory 4.0, hein, voilà. En fait, empêcher qu'un virus, un ver, puisse paralyser en fait une chaîne de production, ça nécessite une supervision et ça nécessite la capacité à mettre à jour les machines. Je peux vous dire que c'est un réel changement intellectuel, parce que il y a une énorme frilosité effectivement à se dire mince, mais si vous voyez mon usine marche, vous voulez que je fasse une mise à jour, que potentiellement cette mise à jour se passe mal et paralyse mon usine, vous voyez. Donc il faut réellement en fait démontrer que on sait faire des mises à jour qui vont maintenir la fonctionnalité et qui vont garantir effectivement en fait plus longtemps une immunité vis-à-vis des attaques de type ransomware ou injection de virus à la Stuxnet. Et le troisième use case, celui de l'automobile, donc où l'on voit, slide suivante, effectivement comment les flottes sont gérées. Donc en fait, on a d'ores et déjà un cas d'usage que l'on aime bien présenter, c'est celui de véhicules autonomes dans une enceinte industrielle. Il s'agit du port autonome de Singapour, où le débarquement des conteneurs, des cargos est réalisé par qu'on appelle des APMs, donc qui sont des engins autonomes qui fonctionnent
7 jours sur 7, 24, et donc effectivement doivent être protégés vis-à-vis de cyberattaques. Et donc effectivement, nous avons déployé des systèmes qui permettent de réaliser le monitoring et la collecte d'informations à l'intérieur donc du véhicule autonome vu comme un IoT, d'accord, et un système donc de supervision au niveau de la capitainerie pour pouvoir effectivement, le cas échéant, stopper un engin qui serait devenu fou, quoi, en fait. Donc, vous voyez des cas d'usage très concrets. Donc, j'avance pour effectivement ne pas déborder en temps. Donc, slide suivante. Notre offre, elle est extrêmement limpide. D'un côté, le Secure Element, donc le savoir-faire Securizer de Secure-IC. De l'autre côté, notre offre serveur, donc qui permet effectivement de faire toute cette administration. Et entre les deux, un élément logiciel, un agent logiciel qui permet de faire la passerelle et qui s'adapte au cas d'usage. Voilà. Donc on sera tantôt effectivement dans un ECU sur un véhicule, tantôt effectivement sur le processeur hôte lorsqu'il s'agit pour nous de gérer les mémoires flash ou on sera tantôt sur l'imprimante quand il s'agit de gérer les cartouches, vous voyez. Donc cette partie-là est une partie qui est en fait la partie configurable au système. Le Secure Element et le serveur, eux, sont disponibles d'ores et déjà sur étagère. Donc, transparence suivant, je pense qu'on peut le sauter et voilà, et directement avancer sur voilà, sur celui-là, on peut le passer. Voilà, et donc effectivement, devant nous, un certain nombre de cas d'usage pour effectivement tout ce qui est connectivité dans les bâtiments et dans les villes, tout ce qui est les IoT, l'Edge, les devices intelligents connectés, et effectivement le cas d'usage automobile, qui est extrêmement important pour l'homologation des véhicules et tout simplement effectivement assurer en fait que plus d'autonomie dans les véhicules va effectivement se conjuguer avec effectivement de la sécurité tout au long du cycle de vie. Voilà, donc j'en arrive probablement au slide de conclusion. Voilà, pour résumer effectivement les principales propriétés. Donc, une solution de gestion qui va pouvoir s'instancier soit en mode SaaS, d'accord. Donc, en fait, on est d'ores et déjà porté sur OVH, donc dans une approche souveraine des choses. Voilà, donc effectivement, c'est extrêmement sensible et donc il faut pouvoir faire cela sur un cloud que l'on maîtrise, et ou bien sur d'autres effectivement. Donc on a fait du AWS, du cloud Azure, etc. Et donc effectivement, donc une technologie d'ores et déjà sur étagère et que l'on continue à robustifier. On implémente effectivement côté cloud de la sécurité en utilisant toutes les guidelines de la NSSI, et effectivement d'ores et déjà on anticipe le passage à de la cryptographie authentifiée post-quantique, etc. D'accord? Donc toute une feuille de route, mais d'ores et déjà un système disponible. Je pense que sur la slide suivante, vous allez pouvoir regarder une démo en fait. Voilà, donc avec ce QR code, ça vous redirige vers notre présentation qui a été faite à Barcelone au MWC il y a 2 semaines de ça, d'accord, où donc on a annoncé officiellement au public la disponibilité de cette plateforme Integrated Security Services Platform, ISSP. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. La toute dernière slide, juste pour conclure, voilà. Donc ce message-là, essentiellement de la sécurité dans l'IoT, mais qui est géré depuis le cloud. Ce n'est pas en fait un nice to have, c'est un must have parce que effectivement les standards le préconisent. La cybersécurité, c'est aussi sur le terrain, et donc la solution Securizer Server permet d'assurer cette gestion tout au long du cycle de vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sylvain, merci pour cet exposé. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Sylvain Guillet?
Autrement, moi j'en ai plusieurs en fait. À un moment, vous avez évoqué le fait que vous militiez pour une convergence des normes. Donc il y en a effectivement par secteur d'activité, des normes se développent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de divergence finalement entre chaque domaine d'application en termes de sécurité? Alors, en fait, je pense que il faut le voir en se disant, c'est l'approche plus grand commun dénominateur. Euh, donc, aujourd'hui, toute approche de cybersécurité s'appuie sur de la gestion de clés et de la cryptographie, par exemple, donc, qui est un domaine sur lequel je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus. On ne va pas aujourd'hui se risquer à utiliser des cryptosystèmes avec la cryptographie qui n'est plus à jour ou des tailles de clés qui sont ridicules. Donc, y a des comme ça en fait des éléments de cybersécurité qui ne se discutent pas et qui peuvent être factorisés. Voilà. Maintenant, effectivement, au niveau de l'analyse des menaces, c'est clair que dans, par exemple, on est aujourd'hui dans la protection aussi des infrastructures côté cloud. Alors, je ne parle pas du service de gestion des IoT depuis le cloud, mais je parle de la sécurité dans le cloud. Donc, par exemple, le démarrage d'une carte mère de serveur, donc la vérification des BIOS, etc. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, de data center, c'est évident que la sécurité physique des composants est moins importante que la cybersécurité, donc en fait les attaques logicielles. Effectivement, le curseur va, en fonction, enfin, l'état de l'art des menaces, est applicable ou non suivant les cas de figure. Mais moi, mon message quand je parle d'uniformisation des normes, c'est que lorsqu'il y a par exemple une menace physique sur les puces, comme un chemin d'attaque plausible, eh bien là aussi, en fait, il y a un certain nombre de contre-mesures que l'on peut mettre en place. Donc, c'est prévenir, détecter, c'est enfin, avoir un niveau de cotation sur la capacité d'un attaquant. Voilà, on sait bien que des attaques en écoute passive sont aujourd'hui cotées très basses, c'est-à-dire très réalistes, et que en fait c'est une erreur de ne pas les considérer, par exemple. Voilà. Donc voilà, ce que je veux dire un petit peu par là, c'est qu'il y a la possibilité de structurer davantage sous la forme de peut-être de paquets communs, en fait, voilà, les exigences de sécurité. Et bien entendu, effectivement, chaque industrie aura ses spécificités. Voilà, parce que effectivement, le panorama des menaces est différent, quoi. Question? Non? Oui, je veux juste signaler. Enfin, un moment, là, avant de passer à autre chose, là, un moment, vous avez indiqué que la sécurité, c'est une forme de, ça a de la valeur en fait. Or, en fait, ces dernières années, on disait plutôt que la sécurité, c'est un coût. Et donc, ça coûte cher, c'est un surcoût, etc. Vous, vous dites que finalement, quelque chose de sécurité, ça a de la valeur. Est-ce que cette idée passe chez les gens ou ça reste encore quelque chose qui est de l'ordre du surcoût et qui embête, entre guillemets? Non, mais je vais vous donner un exemple très très simple, hein, bon, réellement aujourd'hui, j'insiste sur le marché automobile. Lorsque Miller et Valacek ont fait leur attaque sur la Jeep Cherokee, ça a coûté 2 milliards de dollars en fait. Pourquoi? Parce que les véhicules ont dû être rappelés. Il y a eu un class action, voilà. Et donc pour être mis à jour. Et puis en fait, au final, donc en garage, hein, d'accord. Et au final, cette mise à jour était d'ailleurs insuffisante. Donc un énorme surcoût. Euh, quand on a la possibilité de gérer son véhicule à distance, et ben cette menace-là disparaît. Et donc voilà, en fait, d'un seul coup, on a et puis on peut même donc d'une part effectivement comme une assurance, on se prémunit de certaines menaces et on peut voilà aller vers de nouveaux modèles d'affaires. Vous voyez la location de véhicules est grandement simplifiée
et pour éventuellement se faire en mode service complètement digital, avec un véhicule qui est sécurisé, dont effectivement même l'ouverture des portes est entièrement sécurisée. Donc ça ouvre des perspectives de nouveaux modèles d'affaires. Donc c'est en ce sens-là que je dis que ça peut créer de la valeur. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la présentation et qui assistent à la conférence, le PDF de la présentation sera disponible. Vous pouvez le télécharger. Et puis, je voulais juste signaler que dans les secteurs d'activité que vous avez signalés, l'automobile et l'industrie, on aura des interventions aujourd'hui dans l'automobile avec Vector et puis dans l'industrie avec la Croix Group. Voilà. Mais merci Sylvain pour ce keynote d'ouverture. Merci et bonne continuité.